Bonjour, bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver ce soir pour ce live dédié au secret de la réussite en première année de médecine. Je m'appelle Benjamin Chérignon, directeur de Mediclass qui accompagne des étudiants en première année de médecine et je ne suis pas tout seul ce soir puisque j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Joey. Salut Joey. Bonjour à tous. Très heureux Joey, merci d'être là ce soir pour témoigner de ton expérience d'étudiant en médecine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, Joey? Donc je m'appelle Joey, je suis étudiant en 6e année de médecine. J'ai fait ma première année, à Metz et j'ai continué donc les 5 autres années, à Nancy et donc je commence mon internat, à la rentrée. Donc, l'internat, en deux mots, qu'est-ce que c'est? L'internat, c'est la dernière étape des études de médecine. C'est, quand on a choisi sa spécialité et que donc du coup on se spécialise en fait, en cardiologie, en pneumologie, D'accord, donc tu vas pouvoir choisir ta spécialité c'est ça. c'est ce deuxième concours, hein. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'internat, on va parler de la première année de médecine et du concours qui a lieu en première année de médecine, mais c'est utile de savoir quand même qu'il existe un deuxième concours qui arrive quelques années plus tard, et c'est ce concours que tu viens de réussir brillamment, Joey. Bravo, mon vieux. Merci beaucoup. Tu as été classé Oui, 731e sur, 731e 9000. sur 9000 candidats, bravo. Ça fait de toi Merci beaucoup. quelqu'un qui va avoir probablement le choix du roi, tu vas pouvoir choisir ta spé. Mmh. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas choisir comme spécialité? J'hésite encore, mais pour l'instant, je penche un peu sur, néphrologie ou cardiologie, je verrai bien. Néphro ou cardio? Alors cardiologie, c'est facile à comprendre, hein. Ouais. Néphrologie, c'est quoi la néphro? C'est la médecine qui s'occupe, la spécialité médicale qui s'occupe des reins. D'accord. Bon, bah, bravo. Joma te dit bravo dans le chat. N'hésitez pas Merci beaucoup. à me dire si vous nous entendez correctement. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Joey qui est là pour vous répondre, pour vous raconter ce que c'est les études de médecine et en particulier la première année de médecine puisque nous sommes là ce soir pour vous donner les 10 secrets de la réussite en première année de médecine. Et sans plus attendre, on attaque avec un premier secret de réussite, trouver son rythme. Alors, j'ai choisi quelques petites images pour illustrer chacun de ces secrets de réussite. Et la première image que j'ai choisie, c'est celle du moine. Du moine parce que les études de médecine ont cette réputation d'avoir un côté un petit peu monastique. Il faut s'enfermer et il faut trouver un rythme, une routine, une régularité, comme les moines dont la journée est rythmée par les heures des liturgies, des offices, etc. Et je crois, Joey, tu vas me le confirmer, mais je crois qu'on peut dire qu'on ne réussit pas sa première année de médecine sans travailler un petit peu. Ah oui, il faut travailler, ça c'est clair et net, il va falloir travailler. Il va falloir travailler et travailler intensément, travailler dur pendant presque un an, pas tout à fait en fait, hein, parce que finalement ça va de quand à quand la première année de médecine. En général, ça dépend des facs, mais en général, donc ça commence en septembre et puis ça se termine vers mai ou juin suivant les facs en général, donc à peu près 9-10 mois. Donc 9 ou 10 mois passés à travailler dur. Est-ce que toi, Joey, tu peux nous dire quel était ton rythme de travail lorsque tu étais en première année de médecine? Oui, donc en fait, ce qui se passait, c'est que, dans ma fac, on avait cours soit le matin, soit l'après-midi. Ouais, Donc en fait, j'allais en cours le matin et l'après-midi, je travaillais les cours que j'avais vus le matin. d'accord. Heu et heu et donc ouais, en fait, je me rythmais comme ça. Le matin, j'allais en cours, l'après-midi, je travaillais les cours du matin et on avait, dans la semaine des calls pour s'entraîner sur les cours qu'on avait vus et le week-end, je révisais les cours de la semaine en général ou les cours, sur lesquels j'avais un peu de mal. Donc tu travaillais 7 jours sur 7 ou tu prenais un week-end ou une partie du Heu, week-end pour toi? alors en fait, moi j'ai plutôt tendance à travailler moins sur la journée que les autres, Mhm. mais par contre je travaille quasiment tous les jours. D'accord. Et Donc tu c'était travaillais combien d'heures par jour en moyenne, tu dirais? heu, donc il y avait si on compte pas les cours, j'allais en cours et ensuite Non, enfin si on compte je tout, c'est-à-dire le ouais, temps de OK. travail vraiment que tu consacrais à bosser, quoi.
il y avait à peu près 3-4 heures de cours par jour et je pense que j'ajoutais, ouais, 4-5 heures, je pense, de révision. Donc ça tourne à 8-9 heures à peu près. 8 ou 9 heures de travail Ouais, quotidien pendant 8 ou 9 mois. C'était ton rythme. c'est ça. Tu dis que tu étais plutôt dans la moyenne basse, tu penses, en termes de volume de travail? Le week-end, du coup, comme il y avait pas les cours, Oui, je travaillais peut-être que 4 heures, 4-5 heures, juste mes cours. Donc c'était un peu plus light quand même. d'accord. Mais oui, je sais qu'il y a des gens qui faisaient vraiment ouverture-fermeture, de BU, donc du 8 heures, 8 heures, 18 heures, qui rentraient chez eux et qui travaillaient encore. Moi ça je La BU, c'est la bibliothèque universitaire. c'est ça. Et donc, toi, en tout cas, avec tes 8 ou 9 heures de travail quotidien, tu as réussi, on aurait pu commencer par là, tu as réussi le concours de première année brillamment. Et je crois que tu étais plutôt bien classé aussi, non? J'étais arrivé dans les 100, oui, 110 je crois ou 120 Donc, sur, à nouveau dans les 10% les mieux classés, quoi. ouais, c'est ça. Donc intéressant, hein, de se dire que la réussite n'est pas une affaire de volume de travail et de quantité de travail uniquement, hein. Ça a beaucoup joué sur la qualité de votre travail personnel et on va amplement en reparler. Mais il n'y a pas de réussite en première année de médecine sans un travail conséquent, un travail régulier, un travail intensif. Et Joey, par exemple, ça voulait dire travailler tous les matins, tous les après-midi, tous les week-ends, mais pas forcément toute la journée le week-end. Il y en a d'autres qui ont des rythmes un peu différents. On a très souvent des étudiants qui vont travailler non seulement le matin et l'après-midi, mais aussi le soir. Toi, Joey, j'entends que le soir, tu coupais à quelle heure? Généralement, j'allais pas plus loin que 21 heures. 21 heures et c'était le moment où tu avais fait ta Ouais, journée. c'est D'accord, le ça. premier secret de la réussite, trouver son rythme. La réussite en passe ne va pas sans un travail intense et régulier, et un travail qui va devoir se poursuivre pendant 8 ou 9 mois. Donc c'est un marathon, et ce marathon, il faut le tenir jusqu'au bout, il faut tenir dans la durée. Pour ça, très important de trouver sa routine, le rythme de travail qui vous convient, qui sera peut-être pas exactement le même que celui de vos camarades, mais il ne faut pas être trop dans la comparaison, il ne faut pas s'inquiéter si vous voyez vos copains qui travaillent de 21 heures à minuit tous les soirs et que vous, comme Joey, vous arrêtez à 21 heures. C'est pas pour ça que vous n'arriverez pas, comme Joey l'a fait, à réussir le concours en vous classant dans les 10 meilleurs pourcents des candidats. Donc, chacun son rythme, mais il faut un rythme. Et donc, il y a un enjeu de planification de son travail, et cette planification, elle peut se faire à plusieurs échelles. On peut avoir une planification semestrielle et se demander un peu dans quel ordre on va faire quelle matière, dans quel ordre on va faire les choses tout au long du semestre. On peut avoir une planification hebdomadaire et se demander un petit peu chaque semaine ce qu'on va travailler dans la semaine qui suit. On peut aussi avoir une planification quotidienne et se demander qu'est-ce que je planifie comme séance de travail aujourd'hui. Là-dessus, toi, Joey, comment tu planifiais ton travail? Alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, j'avais les cours le matin. Oui, L'après-midi, j'essayais d'apprendre les cours que j'avais fait le matin. oui. Et donc toutes les semaines, on avait des calls, en fait, des entraînements, des entraînements, en gros, des entraînements à l'examen. Avec le tutorat, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec le tutorat, j'étais inscrit au tutorat et donc c'est une association. Le tutorat, c'est, pour faire simple, c'est une association qui existe dans, je crois, toutes les facs de médecine. Oui. Et en fait, ça comporte des étudiants qui ont passé le concours. Maintenant, enfin, ça, on appelle plus ça un examen qu'un concours, mais qui ont passé du coup la première année et qui en gros aident les étudiants en première année en les préparant au concours. Et donc il y avait des calls, donc des entraînements au concours, et je faisais ça régulièrement. Et donc, en fait, le week-end, ce que je faisais souvent, c'est soit souvent, à la fois, je travaillais les cours que j'aurais potentiellement pas eu le temps de faire la semaine, parce que des Mhm. fois, on peut être pris par le temps. Donc, le week-end, ça me servait un peu de variable d'ajustement. Et je travaillais les cours dont j'avais vu que j'avais des difficultés quand je passais l'école. D'accord. Donc c'est l'école qui te permettait d'identifier ce qu'il était Ouais, important pour toi de retravailler le week-end. On y reviendra parce que ce sera ouais. un autre secret de réussite que d'identifier les bonnes priorités. Alors je passe tout de suite à un deuxième secret de la réussite, c'est de travailler dur, on l'a dit, mais aussi de travailler de façon
productive et concentrée. C'est-à-dire que c'est pas seulement une affaire de durée, de temps de travail, c'est aussi une affaire de qualité du temps que vous allez passer à travailler. Et pour illustrer ce deuxième conseil, voici une photo. Dites-moi dans le chat si vous reconnaissez ce personnage. Il est là avec sa perceuse. Il est dans une mine de charbon, je vous donne quelques indices, hein. Et c'est un ouvrier, on est au XXe siècle, on le voit peut-être avec cette photo en noir et blanc, un ouvrier dont le nom est passé dans le langage courant, puisqu'il s'agit d'un certain Stakhanov. Et Stakhanov, c'est un personnage qui est devenu emblématique de la productivité. On parle parfois du stakhanovisme. Et les étudiants en médecine sont réputés pour leur stakhanovisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce Stakhanov, en fait, c'est quelqu'un qui a réussi à décupler la productivité d'un travailleur dans une mine de charbon. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec le recul et avec notre compréhension actuelle des problèmes du monde, on ne sait pas si c'est une très bonne idée d'avoir extrait beaucoup plus de charbon beaucoup plus vite, mais en tout cas, c'est intéressant sur le plan de l'organisation du travail de comprendre que ce Stakhanov, il a réussi à décupler la productivité d'un ouvrier dans une mine de charbon grâce à l'outillage. Donc, une perceuse qui, comme vous le voyez, est quand même spécialement impressionnante. Et ça, les outils de travail, c'est quelque chose de très important, on en reparlera. Mais aussi, en termes d'organisation du travail, il s'est organisé avec ses camarades ouvriers pour que chacun ait son rôle et pour que le travail soit beaucoup plus efficace, parce qu'avant, c'était le même ouvrier qui allait extraire le charbon, le mettre dans un petit wagon, sortir le wagon de la mine, passer sur sa charrette avec son cheval, etc. Et ils se sont répartis les tâches pour être plus efficaces. C'est ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Évidemment, ce n'est pas applicable en médecine parce que, Joey, tu nous confirmes que c'est pas une bonne idée de se répartir les matières, par exemple, avec son groupe de travail. Chacun va devoir évidemment tout faire, mais c'est intéressant de se dire que le travail peut être plus ou moins productif. Une heure de travail peut être plus ou moins productive. Et je crois, Joey, que toi, tu travaillais peut-être parfois moins que d'autres, mais que les heures que tu passais à travailler étaient des heures vraiment utiles. Est-ce que tu veux commenter un peu ça? Est-ce que tu as des trucs, des astuces pour faire en sorte que le travail soit, que les heures passées à travailler soient des heures vraiment utiles? Oui, exactement. Une heure de travail, toutes les heures de travail ne se valent pas. Et il y a certaines heures de travail en fait où on est beaucoup plus productif. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus productifs le matin, d'autres qui sont plus productifs l'après-midi. Et par exemple, aussi, il ne faut pas être déstabilisé lorsqu'il y a des gens qui vous disent oui, moi je travaille 10 heures par jour. Par exemple, il y a des personnes qui disent qu'ils travaillent 10 heures par jour avec le téléphone à côté, qui sont toutes les 5 minutes à aller sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des heures qui sont peut-être un peu moins productives. Et donc, il faut pas se fier à un chiffre, il faut se fier vraiment à la qualité du travail qui est fourni. Et donc, vaut mieux une heure bien à fond, concentrée, que 2 heures à un peu divaguer dans ses pensées ou aller sur les réseaux sociaux. Tu dis qu'il y a des moments de la journée où on est plus ou moins frais, plus ou moins disposé à travailler. Toi, c'était quoi? C'était les moments où tu avais le plus d'efficacité? Alors, quand j'étais en première année, c'était l'après-midi. Ouais. Donc je travaillais beaucoup l'après-midi, en début de soirée. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est, quand on est vraiment en forme, on peut peut-être faire plutôt des matières à réflexion, des matières qui sont plus axées compréhension. Et quand on est un peu plus fatigué, il y a des matières qui se portent mieux, par exemple des matières un peu plus à par cœur. Donc il y a vraiment une question de voir un peu par rapport à son état de fatigue, son état un peu dans lequel on est actuellement, voir dans quelle matière on sera le plus efficace. Donc tu réserves les heures où tu es le plus frais intellectuellement pour les matières à réflexion. Là, tu viens de poser une dichotomie, comment on dit, c'est entre deux types de matières, les matières à réflexion et les matières à par cœur. Peut-être que tu peux en dire un mot, si tu veux bien, pour nos auditeurs.
Alors les matières ne portent pas forcément exactement les mêmes noms d'une fac à l'autre, mais en gros, quelles sont les matières qu'on étudie en première année de médecine et quelles sont les matières qui relèvent plutôt de la restitution de connaissances à apprendre par cœur et à être capable de restituer, et quelles sont les matières qui relèvent plutôt au contraire de la réflexion et de l'utilisation de ces connaissances pour résoudre des problèmes. Alors, il y a des matières qui sont clairement donc de la réflexion. Tout ce qui va être, mathématiques, biostatistique, ça va être des matières où il faut faire beaucoup de réflexion. La physique, la chimie, ça va être des matières avec beaucoup de logique et de réflexion. Et puis, il y a des matières qui vont être beaucoup plus, d'accumulation de connaissances. Par exemple, la biologie cellulaire, donc l'étude des cellules, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de par cœur. L'anatomie, c'est aussi beaucoup de par cœur. Et puis après, il y a des matières qui sont un peu entre les deux, je dirais, comme la physiologie, où il faut apprendre beaucoup de choses par cœur, mais il faut quand même comprendre. Donc il y a des matières qui sont un peu entre les deux. D'accord. Donc, travailler dur et travailler beaucoup, oui, mais travailler de façon productive et concentrée. Rien de pire que de faire des heures pour faire des heures. Il vaut mieux, à la limite, ne pas travailler plutôt que d'être à sa table de travail, mais en fait, d'être inefficace, d'être dispersé, d'être dissipé. Et donc, un des grands conseils que donnent souvent les étudiants de médecine à leurs successeurs, c'est couper les sources potentielles de distraction. Et au premier rang de ces sources potentielles de distraction, il y a évidemment aujourd'hui les réseaux sociaux. J'ai mis quelques logos ici d'Instagram, TikTok, qui ne sont pas forcément vos meilleurs alliés lorsque vous êtes en première année de médecine et que vous avez besoin de travailler de façon productive et concentrée. Donc, bien souvent, les étudiants vont désinstaller ces applications carrément pour ne pas être tentés de perdre du temps à scroller un peu bêtement et voilà. Ou bien certains vont vraiment ranger leur téléphone dans un tiroir, fermer à double tour et ne le sortir que lorsqu'ils s'accordent une pause. Et c'est justement l'objet du troisième conseil, du troisième secret de la réussite, c'est de faire des pauses. Et la première pause et la plus importante, c'est celle qui est consacrée au sommeil. Donc dormir et faire des pauses. Secret de réussite très important. Le sommeil en particulier ne doit surtout pas être sacrifié parce que bien dormir, c'est une des clés de la réussite. Joey, tu nous le confirmes? Ah, je confirme parfaitement parce qu'en fait, au début de ma première année, j'ai voulu justement un peu rogner sur mon temps de sommeil et j'ai vite compris que c'était pas la bonne idée. Moi, si j'ai pas mes 8-9 heures de sommeil, je suis inefficace. Donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et donc 8 ou 9 heures de sommeil pour toi, Joey, et tu as compris très vite que ça allait pas le faire si tu commençais à rogner sur ces heures de sommeil. En termes de pause, tu nous as parlé de, en gros, demi-journée de travail assez intense. Est-ce que tu prenais des pauses au milieu de ton après-midi, par exemple, de travail? Et des pauses de combien de temps? Des pauses pour faire quoi? Oui, alors, je prenais des pauses, souvent, bah, déjà, en fait, entre midi. Ça peut paraître bête, mais la pause, entre midi, c'est entre du coup, la partie cours et la partie, j'apprends mes cours, ça faisait déjà une pause, notamment avec les amis, à la fac. Donc le déjeuner? Ouais, c'est ça, le déjeuner. Ensuite, je rentrais donc chez moi. Je travaillais à peu près, on va dire, de 14 heures à 16 heures, 16h30. Oui. Et puis je m'accordais, entre 30 minutes et 1 heure de pause. J'étais assez flexible suivant, le besoin que je ressentais personnellement, Oui. entre 30 minutes et 1 heure de pause. Ensuite, j'enchaînais, jusqu'au repas du soir, et donc ensuite, après le repas du soir, suivant, comment j'avais avancé dans la journée, je travaillais, plus ou moins jusqu'à 21 heures comme je disais, tout à l'heure. D'accord. Et est-ce que pendant cette année, cette première année de médecine si intense et exigeante, est-ce que il t'est arrivé de regarder un film? Est-ce qu'il t'est arrivé de voir des amis, d'aller boire peut-être un verre avec des amis? Ou est-ce que non, tu t'es vraiment concentré pendant toute l'année et voilà, tu as arrêté toute vie sociale ou toute vie culturelle. Est-ce que tu faisais du sport aussi? Enfin voilà, ça fait beaucoup de questions en une, mais je te laisse nous raconter. Mais
c'est une question très importante parce que, effectivement, je regardais des films, je voyais des amis, je faisais un peu de sport. Bien évidemment, beaucoup moins que quand j'étais au lycée. Oui, On va pas se mentir, j'ai quand même réduit, oui, mais je pense qu'il faut pas tout arrêter parce qu'il faut quand même s'ouvrir un petit peu. Donc je regardais, on va dire, un film par semaine ou je voyais des amis au moins au minimum toutes les 2 semaines. Euh, et puis je passais du temps avec ma famille aussi. Et le sport, j'en faisais un petit peu moins. J'en faisais peut-être moi, je faisais peut-être une séance de sport par mois, quelque chose comme ça. d'accord. Donc, j'avais quand même réduit. D'accord, mais pas coupé complètement. Et ça, Non. c'est, je trouve, un message important et aussi plutôt réjouissant de savoir qu'on peut réussir très bien comme tu l'as fait, sans mettre un terme à toute vie sociale, familiale, culturelle, sportive. Et peut-être même que ces moments-là participent à la réussite finalement, parce que c'est des moments de respiration, c'est des moments d'aération, c'est des moments où on pense à autre chose, et ça aide, j'imagine, à garder le moral, la motivation sur le long terme. Ce secret de réussite numéro 3, dormir et faire des pauses. Le sommeil, c'est votre allié. La fatigue, c'est votre ennemi numéro 1. Elle vous rend moins efficace dans vos apprentissages. Elle pèse aussi sur le moral et sur la motivation. Donc c'est une très mauvaise idée de travailler toute la nuit. La nuit, elle est faite pour dormir. Et donc dormez s'il vous plaît. Ne sacrifiez surtout pas vos heures de sommeil. Au-delà du sommeil, faire des pauses dans la journée est absolument primordial également. Faites des pauses régulièrement. Ça peut être des pauses qui sont programmées, hein, et j'entends Joey qui avait là encore une certaine routine, un certain rythme, et que voilà, sur le coup de 16h30, c'était le moment où tu prenais une pause. Mais je crois que tu t'accordais aussi, Joey, des pauses plus spontanées, pas forcément prévues, pas forcément planifiées dans l'agenda, mais ça pouvait arriver aussi. C'est ça. Je suis quelqu'un qui a été assez flexible avec soi-même parce que je savais que j'allais pas non plus être trop flexible au point de plus travailler. Mais j'étais quelqu'un qui, par exemple, si je travaillais de 14 heures à 16 heures, si à 15 heures je sens qu'il y a un coup de mou et que bah, j'ai besoin de faire une pause parce que de toute façon, je lis mes cours, mais que je sens bien que mon cerveau il est plus connecté et que j'arrive pas à bien enregistrer ce que je suis en train de faire. Euh, que je suis plus efficace, dans ce cas-là, je m'accorde une petite pause pour m'aérer l'esprit, pour manger quelque chose. Mais j'étais quelqu'un d'assez flexible avec moi-même Et à et l'écoute, je m'écoutais. j'entends à l'écoute de toi-même et de tes besoins et de voilà. Si à un Voilà. moment, en fait, j'avais pas prévu de faire une pause, mais je vois que j'en peux plus, que je suis en train à deux doigts de me taper la tête contre les murs, c'est peut-être le moment de faire un petit break. Et voilà. Alors, il y a des tas de techniques. Il y a une technique qui s'appelle la technique Pomodoro, qui consiste à faire vraiment des micro séances de 25 minutes, puis des pauses de 5 minutes, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Chacun son rythme là encore, mais en tout cas, il n'y a pas de réussite s'il n'y a que du travail qui envahit tout. Il faut faire des pauses, mais des pauses qui soient quand même limitées dans le temps, parce que si toute la journée devient une grande pause et qu'en fait, on est tellement à l'écoute que de soi-même et de ses besoins et de ses envies de respirer que la journée entière est bouffée par les pauses, évidemment, on se met en infraction avec le premier secret de la réussite qui est le fait de travailler intensément et de travailler dur. Donc, quelques pauses, mais des vraies pauses. Ça, je crois que c'est important que vos pauses soient de vraies pauses. Si vous êtes à la bibliothèque avec des copains et que vous prenez une pause, bah, peut-être que c'est une bonne idée de parler d'autre chose que de travail, même si je sais que c'est difficile et que, en général, très souvent, les étudiants, pendant leur pause, vont quand même parler de travail, mais essayez de déconnecter, essayez d'avoir de vrais moments de déconnexion. Une chose sur laquelle j'insiste aussi, c'est les repas. Joey, tu parlais du déjeuner. Bah, on voit parfois des étudiants en médecine qui déjeunent avec leurs fiches, qui finalement, du coup, ne déconnectent pas pendant le déjeuner. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde parce que, encore une fois, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien pour l'apprentissage d'alterner des périodes de travail et des périodes de repos, des périodes de pause. Et puis pour finir, comme vous l'avez compris, il est permis de conserver une vie sociale, sportive ou culturelle pendant sa première année de médecine.
évidemment pas sur le même rythme peut-être que celui que vous avez connu au lycée et que celui que vous connaîtrez après. Joey, est-ce que tu confirmes que les années suivantes sont un peu plus cool? Alors, la deuxième et troisième année sont plus cool. Voilà. Après, ce serait mentir que de dire que après c'est toujours cool. Enfin, après, donc du coup, il y a le deuxième concours qu'il faut préparer. Donc, c'est pas non plus détente, quoi. Donc, deuxième et troisième année, c'est les moments où vous allez pouvoir un petit peu plus profiter de la vie étudiante, c'est ça? C'est ça. Même si c'est pas non plus des années où on ne glande rien, pour parler vulgairement. Il y a quand même pas mal de cours, mais la grosse différence, c'est que il faut avoir 10 sur 20 pour valider. Donc, il n'y a plus vraiment de compétition. Et donc, c'est plus facile de passer d'une année à l'autre, quoi. Attention quand même au grand relâchement qui se produit parfois en deuxième année, hein. On voit parfois des étudiants qui ont tellement tout donné en première année et qui, arrivés en deuxième année, se relâchent complètement et parfois passent à côté de leur deuxième année. Ça arrive et évidemment, c'est dommage parce que le but, c'est pas d'aller en deuxième année. Le but, c'est d'aller au bout de ce cursus et de devenir médecin ou d'ailleurs autre chose, puisque vous le savez, le PASS permet d'accéder non seulement à la médecine, mais aussi à d'autres spécialités. Tu peux expliquer ça, Joey, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, c'est ça. Donc, en fait, la première année, ça permet d'accéder à plusieurs filières de santé, notamment médecine, maïeutique. Donc, maïeutique, c'est sage-femme, c'est ce qu'on appelle plus couramment sage-femme. Sage-femme, qui est un métier ouvert aux hommes, hein, je le précise. C'est ça, mais on l'appelle maïeuticien, on appelle ça des maïeuticiens justement pour éviter cette confusion. Il y a donc les pharmaciens, les kinés, les Dentaire. ergothérapeutes, dentaires, les ergothérapeutes. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je m'excuse si j'en ai Non, oublié non, je une. crois pas. Alors, donc, on a dit, je récapitule. Premier secret de la réussite, il faut bosser, il faut travailler dur, il faut pougner, il faut avoir la niaque parce qu'il va falloir bosser un peu comme un chien quand même pendant de longs mois. Deuxièmement, il va falloir travailler de façon productive, concentrée, efficace, pas faire des heures pour faire des heures, mais faire des heures qui payent, qui soient utiles. Troisièmement, il faut savoir arrêter à des moments, faire des pauses, s'aérer l'esprit, faire autre chose et conserver des moments de respiration. Quatrième secret de la réussite, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat. On est là pour vous répondre, et Joey en particulier est là pour vous répondre si vous avez la moindre question. Quatrième secret de réussite, trouver le bon lieu de travail. Et le bon lieu de travail n'est pas forcément le même pour tout le monde. Ici, j'ai mis une photo de la bibliothèque, d'une bibliothèque universitaire, parce que c'est un des lieux de travail possibles, mais il y en a d'autres et chacun doit trouver celui qui lui convient. Joey, pour toi, c'était quoi le bon lieu de travail? Alors moi, c'était préférentiellement la bibliothèque universitaire. Oui. Parce que on est dans une atmosphère vraiment de travail sérieuse. Et puis aussi parce que quand on habite par exemple encore avec ses parents, des fois forcément il y a un peu de bruit, on n'arrive pas forcément à se concentrer. Donc C'était ton cas, personnellement, toi, Joey? Tu habitais chez tes parents? oui, en première année, j'habitais chez mes parents et donc du coup, j'ai commencé à emménager seul à partir de la deuxième année. D'accord. Et donc du coup, la première année, forcément, quand on est avec ses parents, c'est pas forcément, il peut y avoir un peu de bruit, donc moi, j'aimais bien me mettre, vraiment dans des conditions optimales, donc j'allais à la bibliothèque universitaire, et le soir, du coup, quand je rentrais chez mes parents, là, des fois, je travaillais, comme je disais, jusqu'à une petite heure ou 2 suivant l'heure à laquelle je finissais de manger, donc jusqu'à 21h. Donc là, je travaillais un petit peu chez moi, donc chez mes parents. Mais préférentiellement, j'ai toujours préféré la bibliothèque Oui. pour son atmosphère un peu. En fait, un conseil qui est souvent donné par les étudiants en médecine, c'est d'éviter de travailler dans sa chambre à coucher, ou pire, dans son lit. Hein, c'est l'idée de séparer un peu les lieux dédiés au repos des lieux dédiés au travail pour justement que les moments de repos, que les moments de sommeil soient des moments vraiment réparateurs. Et souvent, quand il y a une confusion un petit peu géographique, je dirais, entre le travail et le repos,
ça peut nuire à la fois au travail et nuire au repos. Donc la déterritorialisation, comme disait Deleuze dans les années 70, c'est l'idée d'aller chercher un autre territoire que celui qui est son territoire domestique, peut être une bonne idée. Et si vous n'avez pas chez vous un endroit suffisamment calme et protégé pour travailler dans de bonnes conditions, les bibliothèques sont vos amis. Il en existe plusieurs en général, et enfin en tout cas c'est le cas à Paris. Je dis ça parce qu'on est nous tout près de Paris Cité, et donc je sais que les étudiants, chacun a ses habitudes. On est en train de préparer un petit guide des bibliothèques parisiennes d'ailleurs pour vous indiquer les bons plans sur le plan du travail en bibliothèque. Alors, je ne sais plus, on doit en être à 4 conseils. J'en ai 10 à vous donner, restez avec nous parce que les suivants sont importants aussi. Et le 5e, c'est de s'appuyer sur son entourage. C'est de profiter des gens qui sont autour de vous pour vous aider à travailler et à réussir. Ici, la photo d'un groupe d'étudiants qui travaillent ensemble, ou en tout cas à côté les uns des autres. C'est une des modalités possibles de travail. Joey, tu parlais également de ta famille. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui étaient tes proches pendant cette année de première année de médecine, pendant cette première année de médecine, et quel rôle ont pu jouer ceux qui étaient autour de toi? Alors oui, donc moi j'avais la chance du coup d'avoir ma famille qui me soutenait beaucoup, mes parents, notamment ma sœur aussi. Donc c'était notamment au moment des repas, j'ai toujours un petit mot gentil pour me motiver à continuer, à me soutenir aussi, à tout faire pour que je puisse vraiment pleinement me concentrer sur mon travail. Donc vraiment, encore merci à eux d'ailleurs. Et donc ça, c'est pour ma famille. Ils t'ont Et puis, chouchouté. oui, ils m'ont chouchouté. Alors ça, je peux pas dire le contraire, et ça m'a beaucoup aidé. Et puis, donc ensuite, j'avais mes amis de lycée, certains avec qui j'avais gardé des contacts et donc que je voyais aussi et qui me soutenaient beaucoup. Et enfin, et je trouve que c'est aussi très important, du coup, je m'étais fait des amis dans la promo, donc en première année. Et je trouve que c'est aussi important parce que, au final, il n'y a que ceux qui vivent la même galère que nous qui peuvent vraiment comprendre un peu le, dans ce qu'on vit, quoi. Et donc, c'était pratique aussi de pouvoir échanger avec des amis qui vivaient la même chose que nous. Donc, au final, j'avais un peu 3 piliers. J'avais ma famille, j'avais mes amis d'avant et mes amis de pendant, on va dire. Et les amis de pendant, est-ce que vous travailliez ensemble ou est-ce que vous travailliez séparément? Alors, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui préférait travailler seul. Mhm. Mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup mieux quand ils sont avec leurs amis. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup mieux seul. Par contre, du coup, comme je parlais tout à l'heure, il y a des calls, en fait, souvent, qui sont faites par le tutorat. Et donc, j'allais à ces calls. Et donc, souvent, je m'y rendais avec mes amis. Donc, l'école, c'est sérieux. C'est comme si on passait un contrôle, hein. Donc, on est seul face à sa copie. Mais après la call, j'aimais bien, de temps en temps, débriefer des sujets, de nos réponses. Mais c'est vrai que j'ai toujours préféré travailler seul. Mieux vaut travailler seul que de travailler dans un groupe si ce groupe de travail n'est pas un groupe qui vous porte et qui vous aide à bien travailler. Ça, c'est quand même très important. Je sais qu'il y a parfois des étudiants qui se tirent vers le haut et qui sont vraiment là pour créer une forme d'émulation où finalement, c'est voilà, de voir les autres qui travaillent à côté, qui sont eux-mêmes concentrés, c'est quelque chose qui va vous aider à vous-même travailler et à vous concentrer. Il y a parfois, inversement, des groupes de travail un peu plus, je dirais, dysfonctionnels, où c'est un groupe de travail qui n'est pas vraiment là pour travailler, ou en tout cas, c'est parfois le risque à être avec des copains, des gens avec qui on s'entend bien. Là. Si on s'entend tellement bien que, en fait, on passe ses journées à bavarder, à se raconter sa vie et à refaire le monde, bah, peut-être que c'est pas la meilleure année pour faire ça, ou en tout cas pas pour faire ça toute la journée. Donc demandez-vous vraiment quand vous rencontrerez des gens en première année et que vous vous mettrez peut-être à les fréquenter, à travailler avec eux, est-ce que c'est des personnes avec qui je me projette dans
une camaraderie, je dirais, laborieuse et qui va m'aider à travailler, à me concentrer, ou est-ce qu'au contraire, c'est des personnes qui peuvent me tirer vers le bas? Je vois dans le chat Seski on Mars qui dit c'est chouette d'avoir des amis de promo parce qu'on entend souvent parler de l'esprit de compétition. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui tire vers le haut si c'est une saine émulation où on a envie finalement de faire encore mieux que les autres, mais c'est aussi quelque chose qui peut tirer vers le bas si c'est une compétition malsaine. Est-ce que toi, Joey, tu as ressenti cet esprit de compétition en première année de médecine? Est-ce que ça a pesé sur ton moral ou pas spécialement? Alors déjà, je tiens à préciser une idée qui est un peu fausse, qui circule des étudiants en médecine qui se brûlent leurs feuilles entre eux, qui se volent Qui se font leur des poudre. croche-pattes dans l'escalier. Voilà. Ça, ça n'existe pas, ou en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu. Donc déjà, ça peut rassurer certaines personnes. Et au niveau de la compétition, il y en a un petit peu, mais moi, j'ai jamais été très esprit de compétition. D'ailleurs, que ce soit en première année ou dans les années suivantes, même là pour le deuxième concours, j'ai jamais été très compétition. J'ai toujours été très entraide, justement, parce que souvent, quand on s'entraide avec ses amis, on se tire vers le haut. Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux. En plus, c'est vachement plus agréable à vivre aussi. Et en fait, je pense que la réelle compétition, en fait, elle n'est pas avec les autres, mais elle est vraiment avec soi-même, en fait. C'est vraiment de la rigueur à avoir avec soi-même et plus de la compétition envers soi-même qu'avec les autres. D'accord. Tu te sentais en compète avec toi-même pour faire encore mieux, pour te dépasser et plus qu'avec les autres. Après, je C'est pense ça. que c'est assez personnel, ça dépend. C'est vrai que moi, je dois dire que je suis pas non plus un énorme compétiteur, mais quand même, j'aimais bien l'idée d'être le premier, voilà. Donc, chacun a un peu sa façon de fonctionner, mais je crois que c'est très important de démentir l'idée fausse selon laquelle vous serez en médecine en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Vous ne serez pas là pour voilà, faire des coups bas, des coups vaches, mais en général, c'est au contraire une assez sympathique camaraderie qui règne entre les étudiants. Je prends une minute simplement pour prendre une ou deux questions du chat. Je vous remercie de votre participation. Je vous signale également que vous pourrez télécharger le support de cette conférence en cliquant sur le lien qui vous est communiqué dans le chat. Il y a une question de Sandrine. Est-il déconseillé de jouer aux jeux vidéo pendant les pauses? Alors, Joey, qu'est-ce que tu en penses? Alors, en soi, je n'y vois pas d'objection de jouer aux jeux vidéo. Une pause, c'est une pause. Si c'est ça qui permet de s'aérer l'esprit, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire attention parce que les jeux vidéo ont un côté un peu addictif. Bien sûr. Et souvent, je n'ai jamais été très jeu vidéo, mais je sais qu'il faut faire attention à savoir décrocher, quoi. Maintenant, entre faire 30 minutes de pause à regarder la télé ou un épisode d'une série ou 30 minutes de pause à jouer à un jeu vidéo, je vois pas forcément de différence. Non, je suis assez d'accord avec toi et je pense que vraiment tout est affaire de discipline. Je disais, les pauses, c'est bien qu'elles soient quand même bornées dans le temps, même si on a aussi entendu Joey nous dire que pour sa part, il avait une forme de flexibilité, il était assez à l'écoute de lui-même et peut-être que une pause pouvait durer un jour 30 minutes, un autre jour 45 et un autre jour 1 heure s'il avait besoin d'une heure. Mais évidemment, le risque avec les jeux vidéo, comme tu as dit, c'est le côté addictif, c'est le côté on n'en a jamais assez. Et donc, il y a pas mal d'étudiants qui font le choix, au contraire, de rompre franchement et de se faire une grande détox de jeux vidéo. De même que la première année de médecine est aussi souvent l'occasion de faire une grande détox de réseaux sociaux, de scroll sur Instagram, etc. Donc, voilà, pour cette question. Merci Sandrine de l'avoir posée. Alors, s'appuyer sur son entourage, c'était le 5e secret de réussite. L'entourage familial de l'étudiant qui peut jouer un rôle très important dans sa réussite. Que l'étudiant habite ou non chez ses parents, si c'est le cas, les parents
peuvent jouer un rôle matériel très important en chouchoutant, en bichonnant l'enfant et en lui faisant gagner du temps, en lui faisant de bons petits plats, en lui faisant des lessives, etc. C'est en plus un peu les derniers moments, souvent quand même, donc il faut en profiter. Mais c'est aussi et surtout peut-être le soutien psychologique qui est très important, les encouragements, le fait d'être compréhensif, d'avoir confiance en son enfant et le rôle des parents est souvent déterminant dans la réussite des étudiants de première année de médecine. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des parents. Si c'est le cas, vous pouvez nous le dire. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous allez jouer un rôle, vous aussi, même si ce ne sera pas vous qui plancherez sur les cours de biochimie. Mais vous pouvez jouer un vrai rôle. D'autres membres de l'entourage vont jouer un vrai rôle aussi. C'est les amis. Que ce soit, comme le disait Joey, des amis du lycée, du collège, des amis d'avant, ou les nouveaux amis que vous allez vous faire et avec qui vous pourrez travailler ou ne pas travailler, mais en tout cas partager la même expérience et vous tirer vers le haut. Travailler ensemble, ça voudra dire quand même travailler seul, seul avec d'autres peut-être qui travaillent seuls aussi à côté, mais ne pas croire qu'on peut tout faire en groupe. Les études de médecine supposent que vous soyez à un moment tout seul face à vos cours, tout seul face à vos exercices et que vous ne partagiez pas la totalité de votre temps de travail avec les autres. Une question, Inès, est-ce qu'il faut prendre de l'avance pendant les vacances d'été? Alors, c'était le conseil numéro 11, c'était le bonus, mais pour toi, Inès, ou pour vous, on va prendre de l'avance. Est-ce qu'il faut travailler pendant les vacances d'été? Joey, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi-même, Alors, tu avais travaillé pendant les vacances d'été? alors, pour moi, la réponse est non. Il faut vraiment, l'année est vraiment difficile. Il faut vraiment arriver frais au début. C'est vraiment, il faut voir ça vraiment comme c'est pas un sprint, c'est un marathon la première année. Et donc en fait, il faut être frais à l'arrivée, au départ, pardon, et frais à l'arrivée. Et donc si on commence à trop s'épuiser avant de commencer le top départ, c'est pas forcément le bon plan. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir des vacances d'été qui sont très ressourçantes, reposantes. Après, je ne suis pas contre le fait de commencer une semaine avant ou 2 semaines avant, grand maximum, en faisant les pré-rentrées qui peuvent être proposées par les tutorats, par exemple. Mais il ne faut pas travailler tout l'été. Clairement, enfin, moi, je le déconseille. Ouais, je suis tout à fait raccord avec ce conseil, hein. Profitez de votre été. Au contraire, c'est l'été d'après le bac, c'est un été magnifique. Il faut en profiter et il faut vraiment faire le plein de sommeil, d'énergie, de fête aussi. Mais en tout cas, arriver à la rentrée en étant vraiment dans les starting blocks. Et c'est pas forcément un peu de travail l'été dans de mauvaises conditions qui va faire la différence. Au contraire, si c'est pour arriver en étant déjà un petit peu fatigué, c'est vraiment une mauvaise idée. En revanche, je suis d'accord avec toi, Joey, profitez des semaines de pré-rentrée qui vous sont proposées notamment par le tutorat. Peut-être une très bonne idée pour se mettre un peu en jambes, pour s'échauffer en quelque sorte, pour découvrir aussi un peu à quoi ça va ressembler, peut-être pour tester des méthodes de travail, on va y venir, et aussi, je pense, pour se faire des copains. Clairement, moi, je me suis fait des très bons amis à la pré-rentrée, des amis que j'ai gardés jusqu'à maintenant encore, même des amis d'autres filières qui ont du coup fait pharma ou dentaire, avec qui je garde de très bons contacts. Donc, je trouve que c'est très important à faire. Et je voulais aussi rebondir par rapport au fait de travailler l'été. Je le déconseille aussi parce que parfois les cours changent d'une année à l'autre. Et ça serait quand même très embêtant d'avoir bossé un cours qui a changé du tout au tout et au final qu'on ait passé des heures pour pas grand-chose. Alors qu'on aurait pu se ressourcer et arriver bien frais à la pré-rentrée et à la rentrée. Alors, le conseil suivant,
il porte sur l'entraînement. S'entraîner parce que on a parlé des cours et c'est important d'apprendre ses cours, de comprendre, on y reviendra, ce qui vous est expliqué dans les cours, mais il ne faut pas se contenter d'absorber des connaissances passivement, il faut aussi essayer de les mettre en application et de régulièrement se mettre dans des conditions qui sont plus proches de celles de l'examen que vous allez passer et de ne pas attendre le jour des épreuves pour découvrir ce que c'est que de se retrouver avec des connaissances qu'on doit mobiliser. Donc ici, j'ai mis une photo de quelqu'un qui est en train de remplir une grille de QCM parce que les épreuves prennent bien souvent la forme de QCM. Ce n'est pas le cas dans toutes les matières absolument, mais c'est quand même un peu l'épreuve reine en première année de médecine. Et je crois que, Joey, tu seras d'accord avec ça. Il ne faut pas attendre le jour de l'épreuve pour découvrir ce que c'est que de remplir une grille de QCM. Exactement. Et justement, c'était aussi un des principes d'école, c'est-à-dire qu'à la fois, on s'entraînait, mais on s'entraînait sur les grilles, les grilles de l'examen du concours, quoi. Donc, on apprenait aussi à remplir une grille. Et ça demande un certain apprentissage au début, notamment quand on veut changer de réponse, savoir comment on fait. Ça demande un temps d'apprentissage et je pense qu'il faut vraiment s'entraîner sur des grilles type avant d'arriver le jour de l'examen. Alors comment est-ce que l'entraînement ça commence dès le début? Est-ce que on attend un petit peu pour s'y mettre? Comment tu faisais toi, Joey, pour t'entraîner et quels étaient les supports d'entraînement que tu utilisais? Eh ben, c'est très simple en fait. Moi, du coup, j'avais le tutorat, encore une fois. Mhm. Donc, j'étais complètement rythmé sur les entraînements du tutorat. Je faisais tous les entraînements du tutorat. Donc, de mémoire, il y en avait un ou deux par semaine. Je me souviens plus exactement, comme ça commence un petit peu à dater maintenant. Il y en avait un ou deux par semaine. Et du coup, je me rythmais sur ces entraînements. Donc voilà, en fait, c'était l'école du tutorat qui me donnait mon rythme. D'accord, donc s'entraîner, ne pas se contenter de lire, d'apprendre, d'absorber, mais aussi se mettre au travail soi-même, essayer d'appliquer ses connaissances et de se tester, c'est un excellent moyen d'arriver rôder le jour du concours et aussi de vérifier ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis, de pointer les choses qui vous ont posé problème et sur lesquelles vous allez devoir revenir. Et donc il y a toute un arsenal de supports pédagogiques dont vous disposerez et qu'il faudra apprendre à utiliser à bon escient. Et il y a des fiches auxquelles vous pourrez accéder ou que vous pourrez fabriquer vous-même. Il y a des QCM, des flashcards, il y a des annales également qui sont très intéressantes et importantes et qu'il faut savoir d'ailleurs se réserver parce que vous n'en avez pas forcément 10 000 non plus. Mais il y a en tout cas un vrai enjeu à s'entraîner très régulièrement. Le conseil suivant, c'est de donner la priorité aux priorités. Priorité aux priorités, c'est le titre d'un ouvrage de Stephen Covey. Priorité aux priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez bien souvent intérêt à travailler plutôt sur quelque chose que sur autre chose. Par exemple, si vous faites un entraînement et que vous constatez que ça se passe très bien sur telle et telle et telle question, qu'en revanche, vous vous êtes planté sur telle autre question, ça vous donne une indication très précieuse du fait que c'est là-dessus qu'il faut travailler et que peut-être vous gagneriez à revenir au cours, mais sur la partie du cours sur laquelle vous vous êtes planté à l'entraînement. Hein, et il y a plusieurs critères qui peuvent être pris en compte pour comprendre quelles sont les priorités. Il y a des critères qui sont, vous, votre niveau. On est plus ou moins fort dans telle ou telle matière. Il faut travailler à la fois ses forces et ses faiblesses. Il y a aussi une affaire
de coefficient, c'est-à-dire que toutes les matières n'ont pas le même coefficient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les matières qui ont un coefficient plus faible, mais il faut quand même le prendre en compte parce qu'il faut être un peu stratège quand on prépare un concours. Et puis il y a, on parlait des annales tout à l'heure, une notion de tombabilité, ou en tout cas il y a des questions qui tombent plus souvent que d'autres, des questions qui sont plus probables que d'autres au concours, et donc il y a des choses que vous n'avez pas le droit de ne pas savoir faire, et c'est sans doute celles-là qu'il faut travailler en priorité, même si une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez aller développer des points un peu plus d'expertise pour aller chercher des choses qui sont un peu plus dans les coins. Joey, est-ce que tu veux nous dire, toi, ton regard sur la question de la priorisation et des priorités, c'est-à-dire, je te pose quelques questions comme ça un peu en vrac, mais est-ce que tu travaillais toutes les matières ou certaines matières seulement, ou est-ce que tu travaillais certaines matières plus que d'autres? Est-ce que tu tenais compte ou non des coefficients dans la répartition de ton temps de travail? Et comment tu faisais pour identifier les bons sujets sur lesquels travailler pour toi à un instant T? Alors déjà, je pense je ne recommanderais pas de faire d'impasse sur une matière déjà, Ouais. même si elle est à petit coefficient. Je pense qu'il faut tout travailler. Après, c'est sûr que si vous avez une matière qui est coef 8 versus une matière qui est coef 1, j'accorderais peut-être pas le même temps de travail aux deux matières. Euh, il faut savoir gagner des points là où on peut en gagner. Il faut éviter d'en perdre, on va dire, dans les matières à petit coefficient, au moins. Éviter d'en perdre, voire en gagner. Pour Alors moi, ça, il faut quand même prioriser. c'est un conseil que je trouve plutôt sage, hein. Je veux dire qu'il y a toujours il peut y avoir des stratégies un peu excentriques. Je pense à notre ami Ethan, par exemple, qui avait fait le choix de faire l'impasse sur certaines matières comme la physique parce que il savait qu'il était nul là-dedans et qu'il y avait un petit coef, et il a voulu se concentrer sur les matières à gros coef. Et donc, il acceptait d'avoir une très mauvaise note en physique parce que ça allait lui permettre d'avoir une très bonne note dans les matières où il était plus fort, plus doué. C'est une stratégie qui est possible et qui lui a réussi d'ailleurs, mais qui est quand même risquée. Et donc, le conseil qui me paraît le plus sage, c'est de ne sacrifier aucune matière et d'essayer de répartir vos efforts sur la totalité des matières, tout en modulant évidemment en fonction du coefficient, comme on vient de se le dire. Pardon, Joey, je te rends la parole, mais... Pas de souci. Et je crois que tu me parlais des annales, c'est ça? Tu Ouais. m'avais posé une question sur... Je sais plus, tu peux me répéter ta question? Comment est-ce que tu faisais pour identifier les sujets sur lesquels tu devais travailler, en fait? Oui, alors du coup, pour moi, il y a un dogme qui est assez important, c'est ce qui est tombé retombera. Donc, moi, je me souviens que par exemple, au concours, quand j'ai passé mon concours, j'étais pas surpris des sujets, quoi. Il y avait des questions qui ressemblaient, voire même certaines qui étaient quasi identiques. Il faut faire les annales, comme dans tout concours, ça de toute façon. Il faut faire les annales s'entraîner dessus. Et souvent, surtout quand les profs, parce que souvent c'est les profs qui font les cours, qui rédigent les sujets. Donc quand les profs changent pas, généralement les sujets des concours sont assez similaires. Et donc il faut les faire et s'entraîner et cibler son apprentissage aussi par rapport aux annales. Donc vraiment faire la différence entre ce qui relève du grand classique, des questions qui tombent tout le temps, qu'on n'a pas le droit de ne pas connaître, ce que j'appelle les must-have, et ce que j'appelle les nice-to-have, c'est-à-dire des choses qui sont plus un peu un luxe que vous ne devriez vous permettre de creuser que si vous avez vraiment fini de balayer les fondamentaux. Donc on commence par les fondamentaux, par les sujets les plus tombables, par les grands classiques du concours, par ce qu'on voit partout dans les annales. Et ce n'est que si on est bien ferme sur sur ces fondamentaux qu'on peut s'amuser à développer des choses un peu plus excentriques ou un peu plus rares ou un peu plus spécialisées. Le conseil suivant, c'est de trouver sa méthode d'apprentissage. Alors ça, c'est très important. Il y a des tas de façons d'apprendre et on a vu que la mémorisation et l'apprentissage du cours est un passage obligé
dans les études de médecine et en première année de médecine en particulier. Ici, j'ai mis un schéma qui parle de la rétention dans la mémoire d'une connaissance et on voit qu'avec le temps qui passe, on peut avoir une mémoire de la connaissance qui s'effrite un petit peu. C'est pour ça que il est souvent recommandé par les cogniticiens de revenir sur un cours, sur une connaissance pour faire ce qu'on appelle de l'ancrage mémoriel par la répétition. Et ce schéma, c'est le point de départ d'une méthode dont vous entendrez forcément parler quand vous serez en première année de médecine, qui s'appelle la méthode des J, J comme jour. L'idée de la méthode des J, c'est que si vous voyez un cours une première fois un jour donné, un jour J, vous allez y revenir 3 jours plus tard, et puis 5 jours plus tard, et puis 10 jours plus tard, et puis 15 jours plus tard, etc. Vous allez faire des J, comme disent parfois un peu drôlement les étudiants. Mais cette méthode de travail n'est pas du tout la seule et pas forcément la bonne. Et donc, ce qui est très important, c'est que vous profitiez des premières semaines du premier semestre pour vous roder, pour tester les choses, pour expérimenter et pour trouver la méthode qui vous convient. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Joey, toi, justement, quelle était ta méthode d'apprentissage est-ce que tu utilisais, par exemple, cette fameuse méthode DJ est-ce que non voilà, comment tu as fait pour trouver la méthode qui te convenait? Alors moi, j'ai pas du tout utilisé la méthode DJ ou toute autre méthode un peu toute faite parce que, en fait, j'aimais pas forcément m'imposer, des choses. Justement, potentiellement me stressait plus qu'autre chose et donc en fait, ma méthode, elle était assez simple. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je travaillais mes cours l'après-midi et en fait, ce que je faisais aussi, que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que quand j'allais au col, souvent ce que je faisais, c'est que je ne révisais pas la matière de la colle pour me mettre en difficulté et en fait tester ce que j'avais retenu de ce que j'avais oublié. Parce que si je révisais juste avant, comme beaucoup de gens le faisaient, en fait, j'avais la mémoire immédiate un peu qui paralysait, un peu, qui m'empêchait de savoir ce que j'avais réellement retenu de ce que j'avais oublié. Et donc, en fait, dans l'école, j'essayais de ne pas réviser la matière pour vraiment voir ce que j'avais fixé ou pas. Et donc, ensuite, le week-end, je repassais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur ce que j'avais oublié. Donc, en Super fait, c'était ça. intéressant, ouais. C'est un peu contre-intuitif, hein, parce que comme tu le dis, Oui, la plupart des étudiants, s'ils savent qu'ils vont être interrogés le jeudi sur l'anatomie, mardi, mercredi, ils vont bosser l'anatomie à fond pour le jeudi être le mieux possible et être capable de répondre aux questions. Mais toi, justement, ce que je comprends, c'est que tu évitais, si tu avais une colle d'anatomie le jeudi, tu évitais de travailler l'anatomie la veille et l'avant-veille pour que justement tu sois pas dans un truc de récitation en mémoire vive, en mémoire fraîche, en mémoire immédiate, mais que tu sois obligé d'aller puiser dans une mémoire un peu plus profonde pour voir si tu savais ou si tu ne savais pas et pour identifier les choses qu'en fait tu n'avais pas vraiment comprises. c'est exactement ça et donc ça permet de repérer ces failles, en fait et je trouve que c'est beaucoup mieux et il faut vraiment, pour utiliser cette méthode, avoir du recul avec soi-même et pas forcément, c'est une colle, c'est un entraînement, ça n'a aucun impact, donc si on se plante, c'est pas grave En fait, c'est même et une bonne chose, c'est-à-dire que c'est grâce aux erreurs que tu vas faire à l'entraînement que tu identifies les choses qu'il faut que tu revoies si tu ne veux pas être en risque sur ces connaissances-là le jour de l'examen, qui est le seul jour qui compte vraiment. Donc, comme le dit Joey, bien comprendre que l'entraînement, il est fait pour se planter et que faire des erreurs à l'entraînement, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est une bonne chose. Toutes les erreurs que vous faites à l'entraînement, c'est des occasions qui vous sont données d'identifier ce sur quoi vous allez pouvoir travailler pour ne pas refaire la même erreur le jour J, qui est le vrai jour important, celui de l'examen. exactement, c'est Et, exactement et, ça. et Joey, quand tu dis je travaillais mes cours, euh, concrètement, ça voulait dire quoi pour toi, travailler tes cours? Alors travailler les cours en première année, c'est essentiellement lire ses cours parce qu'il y a quand même une sacrée masse de connaissances à ingurgiter, donc il faut les lire. Il faut, à mon sens, mais je crois que ça va être un des points Ouais, d'après, ouais. comprendre ces cours parce que
apprendre bêtement des connaissances, ça n'a aucun intérêt, on ne prend pas de plaisir et ça Et, n'a aucun. et lire les cours, il y a une lecture qui peut être plus ou moins active. Je discutais encore cet après-midi avec des étudiants en médecine. L'étudiant en médecine, souvent c'est le roi du stabilo. Que, il aime surligner pour être dans une démarche active et pas seulement voilà, passivement lire mais ne pas imprimer pour aider à imprimer parfois surligner, souligner ou prendre quelques notes ou ficher même des choses ou faire des fiches synthétiques, etc. ou faire des schémas. C'est quelque chose que tu faisais, toi? Alors, moi, j'ai jamais été très stabilo D'accord. et il faut pas s'inquiéter si on voit ses amis qui stabilotent, d'autres qui stabilotent pas. Justement, j'avais vu des études avec des amis et en fait, ça montrait que le fait de stabiloter ou pas ses cours n'avait absolument aucun impact Ouais. sur l'apprentissage. Enfin, ça se lissait, quoi. Il n'y avait pas vraiment de choses qui ressortaient. Par rapport aux fiches, j'en faisais pas Oui. parce qu'en fait, déjà, j'ai jamais trop réussi à faire des fiches. Et en plus, en première année, c'est compliqué de faire des fiches parce qu'en fait, il faut tout savoir presque. Donc, alors certes, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres parce qu'elles tombent plus souvent. Donc, on peut potentiellement se lister les choses importantes à savoir. Mais c'est pas comme au lycée où le détail du cours de SVT tombera jamais au bac parce que c'est trop pointu. Là, au final, enfin, tout ce qui a été vu en cours peut potentiellement tomber. Et donc, en fait, je ne me voyais pas faire des fiches parce que qui disait fiche disait restreindre mes informations et du coup, je n'en faisais pas. Maintenant, ça peut se justifier de faire des Il y fiches. a un enjeu d'exhaustivité hein, C'est ça. dans cette première année de médecine. Tout est à savoir, quoi. On peut difficilement faire le tri dans le contenu du cours. Euh, quand tu faisais, est-ce que tu pratiquais ce qu'on appelle parfois le carnet d'erreurs, c'est-à-dire c'est une méthode classique de travail qui consiste à mettre de côté certaines questions d'entraînement sur lesquelles on s'est planté pour pouvoir y accéder facilement et les rejouer, les refaire. Ça, c'est quelque chose que tu faisais ou pas spécialement? Si, je le faisais. Alors, des fois, je notais mes erreurs. Des fois, je le faisais plus un peu mentalement. J'enregistrais. Je me disais, ouh là, ça va falloir que je revoie. Va falloir que je refasse plusieurs fois parce que j'ai du mal. Donc, des fois, j'étais plus rigoureux que d'autres fois. Des fois, j'écrivais. Des fois, c'était plus un carnet mental, on va dire. Mhm. Mais oui, c'est important de prendre en compte ces erreurs et d'essayer de les pallier en revoyant les notions, notamment quand c'est des matières à gros coef. Donc, il faut prendre en compte ces erreurs. C'est, à mon sens, indispensable. D'accord. Donc, les méthodes de travail, voilà, il en existe plusieurs. La méthode DJ, le carnet d'erreurs, on en a parlé. La méthode, on entend parfois parler de la méthode des feux tricolores, ou la méthode de l'ardoise, la méthode des flashcards, de masse. Mais la meilleure méthode, c'est celle qui marche pour vous. Il faut que vous trouviez la méthode qui vous convient et il faut savoir changer de méthode si une méthode ne vous convient pas. Il y a très souvent, par exemple, j'entends des étudiants me dire, moi, j'ai essayé la méthode des J, mais en fait, ça marchait pas pour moi, donc j'ai arrêté, j'ai fait autre chose, et c'est très bien, à condition quand même de trouver assez rapidement la méthode qui vous convient, et c'est pour ça qu'il faut profiter des premières semaines de l'année pour se roder, pour faire des tests, pour expérimenter tranquillement, sans se mettre de pression, mais à un moment, il faut un peu se fixer sur une sorte de routine pour avoir à un moment, voilà, être dans une forme de productivité. Si vous voulez en savoir plus sur certaines des méthodes que j'ai mentionnées ici, n'hésitez pas à télécharger le petit guide qu'on a conçu sur la méthode des J, la méthode du feu tricolore et la méthode des flashcards de masse. Il est téléchargeable, ce guide, dans le lien qui vous est proposé dans le chat. Alors, le conseil suivant, je sais que Joey, il te tient particulièrement à cœur. Tu l'as même un petit peu spoilé tout à l'heure, mais tu as bien fait parce que c'est important. C'est l'idée qu'il faut comprendre pour apprendre. Hein. Comprendre pour apprendre, on a parlé un peu de mémorisation et
il y a différentes conceptions possibles de la mémorisation, mais pour toi, Joey, c'est vraiment important d'essayer de comprendre ce qu'on apprend. Oui, pour moi, c'est fondamental, tout simplement parce que quand on comprend une information, on la retient sur le long terme parce que souvent, on peut la retrouver par un raisonnement, notamment dans les matières, à réflexion. Donc indispensable pour moi parce que ça permet de fixer sur le long terme et aussi parce que quand on comprend quelque chose et qu'on n'apprend pas une information bêtement, souvent, en tout cas pour ma part, je ressentais un certain plaisir à comprendre et à accumuler ces connaissances et à pouvoir les utiliser parce que je les comprenais. Et donc, c'est quelque chose de très satisfaisant de comprendre toute cette masse de connaissances qui arrive en première année. Et pour moi, comprendre, c'est vraiment fondamental. Et tu me disais l'autre jour que euh, tout ce que tu as appris pendant cette première année, c'est des choses qui, bien souvent, te sont encore utiles aujourd'hui dans ta vie d'étudiant de sixième année, dans ta vie d'externe et bientôt dans ta vie d'interne. Ces choses que tu as vraiment comprises et que tu as pu, du coup, ancrer dans une mémoire un peu profonde, elles continuent à te servir? Clairement, notamment, je pense par exemple au cours d'anatomie, au cours de physiologie, je m'en sers quand je fais des gardes aux urgences, je m'en sers concrètement, quoi. C'est des connaissances qui peuvent paraître très théoriques en première année, que j'applique concrètement et qui me servent. Alors, certes, je vais pas mentir, il n'y a pas tout qui est utile, mais tout n'est pas inutile. Ce qu'on entend souvent, on entend souvent ce qu'on apprend en première année, ça sert à rien, c'est juste pour passer un concours. Je suis pas d'accord avec ça, notamment l'anatomie, la physiologie, un peu la biochimie aussi. Toutes ces matières peuvent servir pour plus tard. C'est cool d'entendre ça de jouer parce que c'est vrai que c'est un peu déprimant de se dire bon, on va se gaver de connaissances qui en fait ne servent à rien. Bah non, en fait, une partie en tout cas de ce que vous allez apprendre en première année vous sera réellement utile dans votre vie de médecin, de jeune médecin et puis de vieux médecin un jour. En tout cas, on vous le souhaite. Alors, cette idée qu'il faut comprendre pour apprendre ne fait pas l'unanimité. On a certains étudiants qui sont pas d'accord avec ça et qui vont simplement essayer d'apprendre par cœur sans comprendre, avec une mémoire vraiment purement de par cœur. Et certaines matières se prêtent plus ou moins d'ailleurs à cette mémoire un peu je dirais, de perroquet. Mais le fait d'essayer de comprendre ce qu'on apprend comporte néanmoins des avantages certains. D'abord, il y a des matières de réflexion hein, dont parlait Joey tout à l'heure, où si on est simplement dans une mémoire photographique, on va pas s'en sortir parce que l'enjeu n'est pas simplement de restituer des connaissances par cœur, mais de résoudre des problèmes à l'aide de ces connaissances. Donc on va vous faire réfléchir, et là évidemment ça ne suffira pas d'avoir appris si vous n'avez pas compris. Et puis, les connaissances qui ont fait l'objet d'un vrai effort de compréhension sont aussi des connaissances qu'il sera plus facile de mobiliser le jour de l'examen, même si l'époque de leur apprentissage est éloignée. Hein. Vous vous souvenez de ce que disait Joey tout à l'heure sur le fait que lui, 2 jours avant une colle d'anatomie, il a arrêté de bosser l'anatomie parce que justement, il voulait vérifier qu'il était capable d'aller chercher dans ces couches profondes de la mémoire parce que bah, le jour de l'examen, vous n'aurez fatalement pas tout revu la veille ou l'avant-veille, donc vous n'aurez pas tout stocké en mémoire courte. Et puis, ce que disait Joey, qui me paraît super important, c'est que lorsqu'on fait cet effort de compréhension, lorsqu'on fait cet effort de s'intéresser, d'essayer de comprendre ce qu'on apprend, eh ben, on y trouve du plaisir, on y trouve un plaisir intellectuel. Et le plaisir, trouver du plaisir dans son apprentissage et dans son travail, c'est l'une des clés de la réussite et c'est une des clés de la motivation, d'une motivation qui dure et qui ne va pas s'étioler pour finir en burn-out ou en pétage de plomb. Donc, comprenez, essayez de comprendre en tout cas ce que vous apprenez. Merci Joey pour ce conseil. Alors, on a quelques questions dans le chat, Joey, qui me paraissent intéressantes. Inès demande quel matériel conseillez-vous? Plutôt ordinateur, tablette, iPad ou simple cahier? Qu'est-ce que tu faisais toi, Joey? Alors moi, ça dépendait des matières en fait.
Pour tout ce qui était mathématiques, par exemple, j'ai préféré le bon vieux carnet avec le stylo parce que pour écrire les formules et tout sur l'ordi, c'est vraiment difficile à faire. Donc pour ce genre de matière, je préférais le papier stylo. Pour les matières un peu plus textuelles, avec juste des masses de connaissances sous forme de texte, j'étais plus ordinateur. Je sais aussi qu'il y en avait qui utilisaient la tablette avec le stylet pour faire les formules en maths. Mais là, pour le coup, il n'y a absolument aucune obligation. C'est juste, il faut trouver sa méthode, trouver ce qu'on préfère. Je sais qu'il y en a beaucoup qui retiennent en écrivant manuellement et que quand ils écrivent sur l'ordinateur, il n'y a pas cette première phase d'apprentissage qui se fait. Donc, ce que je conseille, c'est tout simplement de tester la première semaine, de voir si on a une préférence, sachant qu'au lycée, du coup, on a plutôt l'habitude déjà du stylo papier. Il y a aucune règle. Aucune Ouais. règle. Il y a beaucoup de papier hein, dans l'univers des études de première année de médecine. Le papier est encore très présent et c'est pas du tout une obligation. Et c'est vrai qu'il y a aussi la tablette qui est en train d'émerger de plus en plus et il y a de plus en plus d'étudiants qui travaillent une partie de leur temps avec une tablette, mais le papier est en général très présent. Nous, chez Mediclass, on va vous proposer des cours et des entraînements qui seront accessibles en ligne. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui peut être très pratique pour les étudiants pour plusieurs raisons. D'abord, on y accède très rapidement et facilement. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller chercher ses fiches ou voilà, on a très rapidement après le cours accès à la fiche, actualisée, etc. Et puis, dans certains cas, le digital peut être encore plus efficace que le présentiel. Hein. Je prends juste un ou deux exemples. D'abord pour les cours. Si vous allez en cours et que vous ne pouvez pas poser de questions, ça peut être un peu frustrant. Chez Mediclass, vous aurez la possibilité de poser vos questions et d'obtenir une réponse personnalisée. C'est un exemple, il y en a d'autres. Par exemple, la correction de copie. Il y a une matière à Paris-Cité qui s'appelle SHS, Sciences humaines et sociales, qui est une matière rédactionnelle. Il n'y en a pas beaucoup en médecine, mais ça peut arriver. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de la vidéocorrection qui permet d'obtenir un feedback du correcteur en vidéo avec quelqu'un qui va vraiment se pencher sur votre copie et vous donner un retour verbal sur votre copie. Donc c'est juste pour dire que le digital peut apporter quelque chose, même si on est dans un univers qui est encore dominé par le papier et que ça peut être très très pratique aussi de s'imprimer. C'est pour ça d'ailleurs que vous pourrez imprimer toutes les fiches, toutes les questions, etc. Parce qu'on sait que c'est très utile pour les élèves d'avoir pu imprimer et de pouvoir prendre ça avec eux dans le métro, de pouvoir souligner, raturer, surligner, même si on a entendu Joey que c'est pas la réussite. Vous avez vu que vous avez remarqué que parmi les 10 secrets de la réussite ne figure pas le stabilotage, mais voilà. Alors, autre question, est-ce que les cours ont lieu tous les jours de la semaine et faut-il aller à tous les cours? Grosse Alors, question. est-ce que les cours ont lieu tous les jours de la semaine? Ça dépend vraiment des facs. Moi, je sais que il me semble que j'avais des cours quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, sauf à l'approche des concours, quoi. Mais c'est quelque chose qui va être très, très fac dépendant, donc difficile de répondre avec une réponse universelle. Et la deuxième, faut-il aller à tous les cours? Je pense que c'est quand même bien de voir tous les cours, personnellement, mais c'est discutable. Encore une fois, je sais qu'il y avait certaines personnes qui avaient des fiches de prépa, par exemple, et qui du coup se disaient je vais juste apprendre sur la fiche de la prépa et pas aller en cours. Moi, je trouve que le fait des fois d'avoir l'explication auditive et de voir, par exemple, le prof montrer un schéma sur une diapo permet de comprendre. Et en plus, ça permet d'aller en amphi et donc de voir du monde et donc de socialiser, d'entretenir un peu les liens sociaux. Et ça fait du bien de voir du monde. Donc moi, je suis plutôt pour les cours. Ouais.
C'est intéressant hein, ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a, ça paraît fou, mais il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui en fait ne voient jamais aucun cours, ne mettent pas les pieds à la fac et se reposent beaucoup sur les prépas qui sont très développés dans cet univers de la première année de médecine. Et c'est quelque chose qui se comprend quand on sait à quel point le temps est compté dans cette année qui passe vite et où il y a tant à faire. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les examens portent sur les cours. Donc c'est vraiment la base de la base, c'est le cours de la fac. Après, est-ce que vous allez vous rendre au cours de la fac ou est-ce que vous allez visionner le cours sur... il y a souvent maintenant, dans la plupart des facs, une version numérique qui existe du cours. Ou est-ce que vous allez choisir de vous reposer plutôt sur les cours d'une prépa? C'est là un choix qui est personnel et qui, il n'y a pas de... ce qui est sûr, c'est qu'il est possible de réussir des deux façons. On a de très nombreux exemples de gens qui réussissent sans avoir mis les pieds à la fac, mais aussi de très nombreux exemples de gens qui réussissent en ayant vu les cours de la fac. Voilà, moi je suis là encore un peu jugé parti puisque nous allons proposer avec Mediclass une version digitale des cours de la fac, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on pense que le fait d'avoir un enseignant qui verbalise le contenu du cours, comme tu le disais, Joey, c'est décisif. C'est-à-dire qu'on pense que avoir des fiches, c'est bien, que d'avoir des QCM, c'est bien, mais que d'avoir à un moment un prof qui explique, qui va aider justement à comprendre vraiment le fond du cours, c'est quelque chose qui va vous aider à apprendre mieux et à être meilleur aussi face aux exercices, face au QCM, etc. et le jour de l'examen. Donc voilà, je ne sais pas Inès si ça aide, mais voilà pour quelques éléments de réponse à ta question. Alors, on a presque fini, il reste un dernier conseil avant de vous libérer. Je vous rappelle que le support de cette conférence est disponible au téléchargement, de même que notre guide des méthodes de travail. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à les télécharger. Le lien est communiqué dans le chat. Le dernier conseil, c'est de persévérer, c'est d'y croire, c'est de ne pas abandonner parce que comme les grands athlètes, comme les grands sportifs, les lauréats du concours de première année de médecine sont des gens qui ne se sont jamais découragés ou qui, s'ils ont eu des moments de découragement, des petits coups de mou, ont su les surmonter. Je voudrais vous montrer une petite vidéo de Floria Gay que vous voyez ici en photo parce que c'est assez emblématique pour moi de ce que sont les années de prépa et de ce qu'est parfois la réussite. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire.
Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Alors, vous voyez cette incroyable remontada de Floria Gay qui était mal partie, qui était derrière et peut-être que les gens n'y croyaient pas, mais elle y a cru jusqu'au bout et elle s'est pas laissée décourager, elle s'est pas laissée démotiver par le fait que d'autres faisaient la course en tête. Elle a continué à y croire et finalement, au finish, paf, elle passe la ligne en premier. Et ça, c'est très important, je pense, d'avoir ce mental-là, de se dire, OK, je vais peut-être prendre des tôles, je vais peut-être connaître des déconvenus, je vais peut-être avoir des coups de mou, des moments difficiles, et en fait, il y en aura, c'est à peu près sûr, hein, parce que on va pas vous raconter des salades. Cette première année de médecine, elle est difficile, elle est éprouvante, physiquement, moralement, intellectuellement, mais tous ceux qui réussissent sont ceux qui voilà, ne se sont pas laissés décourager. Il y a des étudiants qui vont abandonner en cours de route, il y en a qui ne vont même pas se présenter aux examens, mais tous ceux qui réussissent sont des gens qui ont réussi à aller au bout. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu en as connu, Joey, des moments de doute, des moments de découragement. C'est quasiment impossible de ne pas en connaître, je pense. L'année est vraiment éprouvante, comme tu l'as dit. Mais moi, personnellement, j'en garde de très bons souvenirs, mais elle est quand même éprouvante. C'est quand même une année difficile. Et donc, forcément, il y a des coups de mou, soit parce que, par exemple, il y a la colle, une colle où on a eu une mauvaise note, ou parce qu'on désespère face à la quantité de connaissances, ou parce qu'on est en retard sur nos révisions, ou parce qu'on apprend parfois des choses qu'on n'aime pas forcément. Et il y a forcément des coups de mou, ça arrive à tous les étudiants. Donc, il ne faut pas avoir peur des coups de mou, il faut juste essayer de savoir de remonter la pente le plus rapidement possible. Et cette idée qu'il ne faut pas se décourager en cas d'échec, ça va jusqu'à l'échec au concours de première année, parce que j'étais il y a quelques heures encore avec une très sympathique petite bande d'étudiants qui avaient tous échoué en P1, qui avaient tous échoué en passe et qui s'étaient retrouvés en LAS. Vous savez que les études de médecine, ce sera l'objet d'une autre conférence, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais on peut aujourd'hui, lorsqu'on échoue au concours, on n'a plus comme autrefois la possibilité de redoubler sa première année de médecine, et donc on va en deuxième année de licence Accès Santé et on a une nouvelle chance de passer le concours pour réintégrer médecine en deuxième ou en troisième année et là je peux vous dire que ils étaient 9 et tous les 9 venaient d'avoir leurs résultats et tous les 9 avaient des étoiles dans les yeux parce que ils seront l'année prochaine en deuxième année de médecine après avoir fait un petit détour par la LAS. Et ça aussi, c'est intéressant et important de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup que ça ne marchera pas une deuxième fois. Et je pense que c'est intéressant aussi de garder en tête qu'il y a un droit à l'erreur et qu'il y a un droit à l'échec et que bien sûr, on va tout faire, on va tout donner pour que ça marche. Mais à un moment, si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas la terre qui s'effondre. C'est pas la fin de tout. Il y a la possibilité de poursuivre ses études, de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre d'années, peut-être même de réintégrer le cursus médical. Donc voilà, persévérer, ne pas abandonner. Si vous croyez en vous, si vous croyez en ce projet, eh bien, il ne faut pas se laisser décourager par les difficultés qui ne manqueront pas de survenir dans l'année. Voilà, j'ai terminé. On a terminé de vous dire ce qu'on avait envie de vous dire ce soir, mais on a le temps de répondre encore à quelques questions, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Merci, mon cher Joey, quel plaisir d'avoir fait ce live avec toi. Trop sympa. Le plaisir était partagé. Une question, conseil sur le choix de la fac. Quelle fac choisir? Comment la choisir selon son lieu d'habitation, mais pas seulement? Des conseils en vue d'une rentrée en septembre 2024? Un avis là-dessus, Joey? Alors moi, je conseille de ne pas trop se prendre la tête. Personnellement, j'étais à la fac qui est à côté de chez moi, notamment parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans mes piliers, il y avait ma famille. Et donc, si je déménageais et que j'allais dans une fac trop éloignée, il y avait un pilier qui devenait fragile.
Moi, j'étais plutôt, j'ai fait toutes mes études près de ma famille et je l'ai très bien vécu. Voilà. Après, c'est clair qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que il me semble quand même que c'est assez compliqué, une fois la première année validée, de changer de fac dans son cursus, au cours de son cursus. Et donc après, c'est sûr que c'est un choix qui est assez important parce que c'est là où on continuera les études après. Pour moi, je conseillerais de pas se prendre la tête avec le lieu, quoi. C'est pas ça le plus important. Non, je suis assez d'accord. Il faut faire attention aux calculs stratégiques ou pseudo-stratégiques et se dire que il faut choisir une fac dans laquelle vous vous projetez, non seulement pour la première année, mais pour la suite de vos études et la proximité avec voilà, votre lieu d'ancrage familial est un critère évidemment assez évident et probablement un très bon critère. Merci beaucoup, mon cher Joey. Bravo encore pour ta réussite aux OCN, les épreuves classantes nationales, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'après le concours de première année de médecine, il y a un deuxième concours pour signer la fin de l'externat. Et je te souhaite surtout de bonnes vacances bien méritées. Après, c'est quoi, 2-3 années de préparation des OCN t'as passé... Oui, 3 années d'externat. 3 années d'externat et je ne sais pas encore hein, si tu seras en néphro ou en cardio. J'ai l'impression que ça a joué entre la néphro et la cardio, mais quel que soit ton choix, je te souhaite de continuer à prendre du plaisir à étudier. Je te remercie parce que je trouve que voilà, ton discours sur la première année est vraiment très chouette, inspirant, rassurant. Et j'espère que ça vous aura intéressé vous aussi. Je vous remercie Inès, Sandrine, Emma, Seske de votre participation. À bientôt pour d'autres lives, d'autres informations. N'hésitez pas à vous abonner à notre page. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et même sur TikTok. On ne vous lâche pas, on ne se lâche pas. On sera avec vous l'année prochaine pour accompagner les étudiants de première année vers la réussite au concours de médecine. Vive la médecine et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Joey. Salut.